Chers amis, chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, on va faire de la clinique. On va parler des états limites. On va parler des borderline. Le trouble borderline, le trouble état limite, c'est un vrai sujet clinique. C'est un vrai sujet de réflexion nosographique. C'est un mécanisme de défense psychique, comme toutes les psychopathologies, si je puis dire. Donc, qu'est-ce que ça vient préserver? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça vienne préserver quelque chose de l'ordre de la psyché, de l'organisation psychique? C'est Stern qui, le premier, avait amené en 1938 ce terme d'état limite, de borderline, dans la nosographie. Il s'agirait d'une décompensation en répercussion à trop de situations difficiles et trop de stress dans la vie quotidienne ou dans un cumul d'une vie, quel que soit l'âge de la personne. Il n'y a malheureusement pas d'âge pour décompenser, et chacune de ces personnes va présenter une structure, un passé, pour ne pas dire un passif, et tout ça a savamment agencé la structure psychique du sujet. À chacun sa structure. Alors c'est quoi border? C'est quoi état limite? Border de quoi? État limite de quoi? Pour pouvoir évaluer d'une position, il faut avoir un référentiel, on est d'accord? Qu'est-ce qu'on avait à disposition? Qu'est-ce qu'on a à disposition pour arriver à déterminer où on en est? De quoi on se rapproche? De quoi on s'éloigne? De quoi on est limite? De quoi on est border? Pour déterminer, on parle de structure psychique, on est bien d'accord. Pour déterminer effectivement quelle est cette structure psychique spécifique singulière, il faut avoir des points de repère, des références. On en a, il y en a plein, mais on en a au moins deux. Deux sûrs. Celles-là, on les connaît. Ce sont des références nosographiques. Ce sont des points de repère cliniques. La névrose et la psychose. Ça, c'est du sûr. Non seulement en 1938, ça, c'était OK, eh bien, on s'est basé par rapport à deux références. La névrose et la psychose. J'ai une vidéo sur la névrose que vous avez déjà probablement vue, mais j'aurais tendance à vous inciter ou à vous inviter à aller voir, et la psychose, j'en ferai probablement aussi également un thème. Donc, on est entre deux. On est entre la névrose et entre la psychose. Mais comme on parle, de quoi parle-t-on? On parle de borderline, on parle d'état limite. État limite de quoi? À la base, initialement, on pouvait penser, présumer, présager, estimer, attention aux estimations, que cette personne présentait une structure névrotique. Classique, façon de parler, classique, entre guillemets, une structure névrotique. À l'apparition initialement de ces premiers symptômes comportementaux, dont je parlerai tout à l'heure, effectivement on se dit, attention, cette personne, eu égard à la clinique, est-ce qu'elle dit d'elle? Est-ce qu'elle raconte de manière générale? Et aux symptômes qu'elle présente, cette personne ne peut pas être dans la névrose, puisqu'elle a, effectivement, elle présente des troubles, une spécificité réactionnelle, probablement, encore faut-il saisir qu'il s'est passé quelque chose en amont pour parler de réaction, alors que parfois ces personnes-là diront que non, il n'y a rien de particulier. Attention, entre ce que l'on voit, ce que l'on constate et la réalité psychique, il y a une marge, on est bien d'accord. Et n'oubliez pas qu'il pourrait être question, non pas foncièrement et forcément d'un élément particulier, mais bien souvent d'un cumul. Le quotidien est complexe parce qu'on emmagasine énormément de situations complexes. Et ces situations complexes, bien évidemment, il faut les gérer. Et ce n'est pas simple. Et au cumul, attention effectivement, comment un mécanisme de défense psychique, bien évidemment, pourrait s'agencer et présenter et faire présenter une compensation sous forme de symptômes ou de troubles comportementaux. Dans un raisonnement à contrario, si on n'est pas état limite ou borderline par rapport à la névrose, eh bien on serait de facto borderline, état limite de la structure psychotique, de la psychose. Mais on n'est pas dedans. On n'est pas dedans. On est limite. C'est un état, l'état psychique, l'état comportemental, limite, à la limite de la psychose. Mais on n'est pas dedans.
Une fois qu'on est au courant que quelqu'un a décompensé et qu'il retrouve son état initial, disons-nous, état classique, normal, qu'est-ce qui est normal, hein, je vous le dis tout de suite, on en a déjà parlé dans des vidéos, hein, qu'est-ce qui est normal? Bon. Et le trouble border, le trouble état limite renvoie effectivement à comment on regarde, on analyse quelqu'un à la mesure de ce qu'il présente. Comment effectivement on peut diagnostiquer quelqu'un au moment, peut-être de manière générale, mais surtout au moment où il présente une phase de crise, une phase de décompensation. Quand il n'est pas dans l'instant T et quand cette crise ou ce phénomène de décompensation s'amenuise, eh bien, la personne, elle est où? On la classe comment? Alors c'est une erreur à ne pas commettre, bien évidemment, mais c'est intéressant de se poser la question clinique. Est-elle névrosée? Ou est-elle psychotique? Ou pré-psychotique? Ou border? Elle est border, elle est estampillée border. Eh bien, ça, je peux vous garantir que c'est un sacré sujet clinique, une personnalité borderline. On ne peut pas estimer qu'elle est dans la névrose, mais on ne peut pas estimer non plus qu'elle est constamment dans la décompensation, et on ne peut pas estimer qu'elle est dans la psychose aussi. Donc on a créé, nosographiquement parlant, une autre catégorie. Voilà. Je vous dis, c'est questionnant, c'est assez passionnant, je ne sais même pas comment j'ai pu ne pas vous en parler plus tôt. Tout le monde fait référence, ouais, alors lui il est border, ouais, elle est bordeuse, non, ça se dit, elle est border, lui il est état limite, lui machin. Les gens utilisent plutôt le mot de border. Moi je vais avoir tendance à parler d'état limite parce que border c'est un mot anglophone, c'est un anglicisme et pour moi c'est toujours un petit peu complexe. Mais cliniquement, c'est la même chose, bien que, il n'est pas impossible, puisqu'il y a un terme, un anglicisme et l'autre un terme, disons, français, hein, état limite, pas impossible un jour de voir débarquer sur cette chaîne une vidéo. Quelle est la différence entre un trouble border et un trouble état limite? Et bien là, je peux vous le garantir, on va se marrer. Parce qu'il pourrait y en avoir des choses à dire, tout comme il pourrait ne rien avoir à dire. Il pourrait y en avoir des différences, comme il pourrait effectivement ne pas y en avoir. Toute la question, c'est quel prisme on va prendre et quels sont les moyens, les éléments cliniques qu'on va déterminer pour arriver à évaluer si oui, il y a un fond commun, il y a une proximité, c'est la même chose ou c'est un énormissime différentiel. On verra ça plus tard. C'est une question clinique. Alors, la notion de borderline est à limite, voilà, j'en parlais un petit peu tout à l'heure avec Stern, qui en 1938 a amené cet intitulé-là pour la première fois, est apparu vraiment dans le DSM-3 en 1980, sous cette dénomination, d'ailleurs, qu'elle n'appelle même pas borderline ou état limite, qu'elle appelle, qu'elle mentionne, hein, la dénomination est l'appellation trouble de la personnalité borderline. La personne borderline, état limite, elle présente un trouble particulier singulier. C'est un trouble psychique, bien évidemment. En règle générale, c'est plutôt un trouble comportemental qui traduit une organisation psychique, nous sommes d'accord, mais c'est un trouble plutôt comportemental. Les signes de la personnalité border sont avant tout des signes comportementaux. Il n'y a pas que ça, mais ils sont avant tout comportementaux. Ils traduisent une organisation psychique et une mécanique psychique, mais les grands signes, les grandes alarmes, les grands red flags, j'ai appris ça cette semaine, donc je me sers de ce mot-là toutes les 30 secondes maintenant, cette organisation psychique singulière, elle est surtout apparente lorsque le sujet, la personne, décompense. Elle décompense sous forme de troubles, et notamment comportementaux, surtout comportementaux. Bien évidemment est élarvé tout un système, toute une organisation, toute une structure. On va y revenir sur la notion de structure. Le trouble border ou l'état limite, est-ce une structure, oui ou non? Les avis divergent, bien évidemment. Moi, je pense que oui, c'est une structure singulière, particulière, qui a ses caractéristiques, qui a ses spécificités, qui a son fondement, qui a son sens, qui a sa logique. Alors, on l'a dit tout à l'heure, cette structure, hein, c'est une structure dont la décompensation est très pulsionnelle, hein, très comportementale, souvent très pulsionnelle. Il y a toute une idéologie qui accompagne ces pulsions, ces réactions pulsionnelles, ces réactions comportementales, qui représentent bien souvent des troubles sociaux, on est d'accord, mais néanmoins, il y a cet accompagné où est sous-jacent
toute une pensée, tout un tas de modalités de pensée, toute une mécanique de pensée, toute une mécanique cérébrale, toute une mécanique de pensée, de regard, de ressenti, d'émotion et tout ce qui s'ensuit. Soyons d'accord là-dessus. Alors, les symptômes, le syndrome, pêle-mêle, non exhaustif, mais néanmoins j'en présente plusieurs lignes. Le mal-être, soit pendant la décompensation, mais c'est un mal-être que l'on perçoit en règle générale avant. C'est-à-dire que sous forme de décompensation, c'est accru, le curseur monte considérablement, mais en fait ce sont des éléments qu'on retrouve dans le quotidien des personnes. Et il faut s'en méfier, parce que justement tout cela fait que ça peut précipiter le sujet dans une décompensation en forme d'état limite, en forme de trouble de personnalité border. Selon le DSM, donc, lui, il vient créer, en parlant de troubles de la personnalité border, vous savez qu'il y a des troubles de personnalité, il y en a divers et variés, il y a la personnalité évitante, il y a la personnalité narcissique, la fameuse, les PN, les personnalités narcissiques, autrement appelées en société à tort les pervers narcissiques, et on a d'autres types comme ça de personnalités qui sont déterminées, il y en a 10 selon le DSM, donc on est dans un espèce de, on n'est pas dans une psychose, on n'est pas dans une névrose, mais on serait effectivement dans un trouble de personnalité. Voilà, ils feraient partie de cette classification-là. Voilà, vous voyez comme quoi, finalement, le DSM se targuait de sortir des grandes classifications nosographiques pour finalement en recréer une autre. J'ai envie de dire, pourquoi pas, c'est une approche comme une autre. Le but, effectivement, il faut bien répertorier un petit peu tout ça, organiser un peu tout ça. Le but n'est pas, effectivement, d'estampiller, de diagnostiquer à outrance, il est d'arriver à évaluer les phénomènes cliniques en présence, tout simplement. Comment, effectivement, faire en sorte que nous soyons à peu près tous d'accord sur quelque chose. On cherche, effectivement, à parler au moins, plus ou moins, le même langage. C'est ce que fait le DSM. On parle du symptôme parce qu'on est tous d'accord sur le symptôme. Alors, les fameuses décompensations dont je vous parle depuis tout à l'heure, c'est quoi ce phénomène décompensatoire? C'est quoi? Alors, c'est quoi ce lâcher-prise de la psyché qui fait que, fondamentalement, les choses sont vues, perçues, agencées différemment? Bon. C'est quoi ces symptômes? C'est quoi ce syndrome, ensemble de signes cliniques? C'est quoi? C'est polymorphe, c'est multiforme. Mais néanmoins, on peut en dégager quelques généralités, n'est-ce pas, qui pourraient ressembler à une liste, un tantinet non exhaustive, bien évidemment. On va retrouver donc le caractère irascible, par exemple. On va retrouver une insécurité, alors quelle qu'elle soit, bien évidemment. En général, c'est souvent une insécurité affective, on est d'accord? Alors, il y a en général des personnes qui, effectivement, n'ont pas un narcissisme extrêmement élaboré. Nous sommes d'accord là-dessus. Il y a un trouble d'estime de soi, ce ne sont pas des personnes qui ont la meilleure estime d'elles-mêmes. Narcissisme relativement précaire, mauvaise image de soi, ce sont des personnes plutôt très colériques, totalement intolérantes à la frustration, en règle générale, avec des comportements sociaux qui se permettent de faire des choses qui, normalement, qu'est-ce qui est normal, ne se font pas. Voilà. C'est un mécanisme de défense qui repose beaucoup sur, pêle-mêle, cliniquement, de l'identification, de l'idéalisation, de la dévalorisation, malheureusement, du déni. Ce sont des personnes qui, en règle générale, ont du mal à donner du sens aux choses, voilà, peuvent manquer aussi d'ambition d'une certaine manière, ou avoir l'impression que ce n'est pas atteignable pour eux, pas accessible. Ce sont des personnes qui ont déjà rencontré, malheureusement présenté d'ailleurs, et non pas rencontré, présenté quelques troubles dépressifs, ça c'est quasi sûr, mais des périodes de dépression. Et notamment, il y a une phase à surveiller qui est très importante et très intéressante, l'adolescence. Attention à tout ce qui est effectivement trouble présenté à l'adolescence. Ce sont déjà bien sûr des signes cliniques. C'est pas une certitude, ça n'existe pas les certitudes en psy, vous le savez. Mais attention, ce sont des signes, vigilance la plus absolue. Ce sont des personnes qui sont pas insensibles au bonheur, mais effectivement ils peuvent avoir l'impression que c'est pas atteignable pour eux, c'est pas possible.
C'est pas possible. Alors bien sûr, dans ces signes-là, vous allez tous dire, mais c'est moi, mais il parle de moi. D'abord, c'est pas moi qui vous parle, hein, c'est la clinique. C'est ce que l'on connaît de la clinique de quelqu'un qui a une personnalité border. Donc, me faites pas tous le plan. Ah, je suis border. J'ai appris que j'étais border. C'est pas en regardant une vidéo que vous allez être diagnostiqué border, je vous le dis tout de suite. On est bien d'accord. Ça peut vous éveiller sur quelques réflexions sur vous-même et éventuellement d'aller consulter. Et là, quelqu'un pourrait éventuellement diagnostiquer votre problématique. Mais l'auto-diagnostic sur la base d'une vidéo ou d'un bouquin, redescendez tout de suite, hein, ou remontez, ça dépend où vous êtes. Hein. Mais attention, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Mais voilà, donc c'est pas parce que vous avez 2-3 caractéristiques de ce que je suis en train de décliner, de ce qu'on décline en règle générale pour quelqu'un qui a un trouble border, un trouble état limite, que forcément vous êtes dedans. On se calme, on se détend, tout va bien. On apprend, on comprend et on se détend. Et ça sera déjà très bien. Ça sera déjà très bien. De toute façon, si vous n'êtes pas bien dans votre vie, avec tout ce que je suis en train de mentionner là, allez vous faire aider. Ne restez pas comme ça. Hein. Vous allez continuer à pas être bien. C'est un petit peu le risque. Donc attention à ce genre de choses. Alors ce sont des gens impulsifs, hein, voilà, ils ont des réactions intempestives parfois, hein, très colériques, voilà, très comportementales, hein, voilà, ça peut être verbal, ça peut être physique, ainsi de suite, intolérant à la frustration, assez violent, nerveux, très énervé, voilà, ils ne tiennent pas en place, ainsi de suite. Vous pouvez avoir, effectivement, ils ne respectent pas les règles, s'en foutent de tout à un moment donné. Mais oui, quand ils sont en phase de décompensation, ils n'ont pas la même logique qu'un névrosé. Vous voyez ce que je veux dire? Qui lui applique les règles, son surmoi lui dit non, t'as pas le droit à ci, t'as pas le droit à ça, voilà, hein, l'oppression du surmoi, même si le ça n'a qu'une envie de dire qu'est-ce qu'on a à foutre des règles, qu'est-ce qu'on a à foutre des règles, le surmoi vient faire le job, vient rassurer le moi en lui disant t'inquiète pas, je suis là, il va pas se passer grand chose, tout est sous contrôle. C'est ça finalement, le surmoi. On est un petit peu parfois dans le constat qu'il y a trop de surmoi tue le surmoi. On est d'accord, le surmoi est une instance, n'est-ce pas, psychique qui vient rassurer, épauler et rassurer et encadrer le moi. Mais je l'ai dit, je le redis, trop de surmoi tue le surmoi, bien évidemment. Souvent, vous trouverez aussi une caractéristique, l'abandonnisme, une espèce de trouble abandonnique qui, en règle générale, trouve d'ailleurs sa trace dans le passé, pour ne pas dire parfois malheureusement le passif, de la vie psychique de l'être humain. Il y a eu des phases où la personne a pu, des turpitudes, hein, des traumas, pour ne pas dire parfois, où effectivement il y a eu des situations extrêmement éloquentes, violentes, déstructurante, non structurante en tout cas, qui fait que la personne a eu l'impression qu'on la mettait de côté, à l'écart, qu'on l'abandonnait, et ainsi de suite, ceci, cela. Est-ce que ça a eu lieu? Est-ce que c'était présumé? Est-ce que c'est une peur? Est-ce que c'est une angoisse? Est-ce que c'est une projection? Il fonctionne beaucoup sous forme de projection. Bien évidemment, la projection est plutôt négative, on est d'accord, mais c'est pas un truc qui naît à 25 ans, à 30 ans ou à 35 ans. C'est pas possible. Ça se réveille, mais c'était là avant, c'est pour ça que j'insiste tranquillement, bien évidemment, sur le fait que c'est une structure. Il s'agit bien d'une structure. Alors, les problèmes de couple, bien évidemment, il y a des problèmes récurrents de couple pour les personnes qui ont des troubles border. Et le souci, c'est qu'il y a souvent des ruptures, et c'est normal, c'est logique, puisque la personne qui vit ça, elle se retrouve face à quelqu'un qui est ingérable, qui fait des choses inentendables et inacceptables pour lui ou pour elle, et qui finit par mettre de la distance. Donc la personne border, qui est déjà dans une forme de trouble abandonnique, finalement ne fait que reproduire, malgré elle, bien évidemment, ce qu'elle redoute le plus. Mais c'est compréhensible aussi que la personne qui subit ça beaucoup trop, et qui est complètement écrasée par ça, prenne aussi de la distance. Voilà. Et ça, c'est toujours pareil. Où est le juste milieu? Là, sur le coup, il n'y en a pas forcément. Chacun va essayer de trouver ce qui lui semble accessible. Donc ces personnes-là, quand elles redescendent un petit peu, quand elles sortent de cet état décompensatoire, cet état de décompensation, eh bien, avec leur lucidité, il est question de travailler sur ce trouble de conjugopathie. La conjugopathie, c'est une pathologie dans le conjugal, dans la relation à l'autre. Voilà. Et comment œuvrer? Quand on est en décompensation, je pense que là c'est extrêmement restreint, mais comment travailler en amont pour éviter ces phases décompensatoires, pour les restreindre le maximum et effectivement éviter à chaque fois de retomber dans un cercle absolument infernal sur la relation à l'autre. Voilà, ce ne sont pas forcément des gens avilissants hein, qui vont vous manipuler, pas forcément, mais ils vont être pris par leur débordement finalement pulsionnel. Compulsif d'une certaine manière, mais au sens compulsif de débordement du comportement. Et ça, attention à ça, mais ce ne sont pas forcément les plus grands des manipulateurs. Pas forcément. Il y a forcément mille et une caractéristiques. Alors je vous entends déjà à l'avance me dire, mais dis donc, le lien avec les PN, les personnalités narcissiques, il est quand même extrêmement proche. Attention aux similitudes trop hâtives. Oui, il y a des traits communs, puisqu'il s'agit de troubles de personnalité, et ensuite ils sont répartis en 10 catégories, et à partir du moment où en sous-catégorie, pour les troubles de personnalité,
le DSM estime qu'il y a un trouble de la personnalité borderline et qu'il y a un trouble de la personnalité narcissique, dans cette sous-division, il y a donc bien des spécificités différentes, un différentiel. Il y a probablement des choses communes, et c'est normal puisqu'il s'agit dans les deux cas d'un trouble de personnalité, mais à partir du moment où il y a une division entre les deux, eh bien, une sous-division, eh bien, c'est qu'il y a une spécificité, un différentiel. Voilà, il y a des caractéristiques chez l'un et pas chez l'autre, et vice-versa, et ainsi de suite. Le trouble borderline, c'est une décompensation qui est momentanée, c'est un laps de temps, le plus court possible, bien évidemment, ça peut durer un certain nombre de temps, surtout si c'est pas pris en charge, mais alors que le trouble de la personnalité narcissique pourrait être beaucoup plus constant et beaucoup plus permanent. Voilà déjà un différentiel absolument notoire. La relation à l'autre, dans ces troubles de personnalité borderline est à limite, et dans ce trouble de la personnalité narcissique, le rôle de l'autre, pour le sujet qui souffre de ces troubles de personnalité, n'est pas le même. Il ne vous fait pas fonctionner de la même manière. L'enjeu n'est pas le même. Soyons d'accord là-dessus. On en fera une vidéo qui risque de durer, alors là, 18h96, ce qui nous fait 19h36. Donc ça, attention à ce genre de choses. On en reparlera. Ce sujet clinique du différentiel, de la clinique différentielle, de la clinique comparative, c'est absolument passionnant. Il n'y a jamais de généralité en psy. Jamais, ça n'existe pas. Il n'y a que de la singularité, il n'y a que de la casuistique. Le trouble de X, même s'il est ressemblant à Y, n'est pas le trouble d'Y. Le trouble d'Y, même s'il est ressemblant à X, n'est pas le trouble de X. Ils ont effectivement peut-être une physionomie commune, une symptomatologie commune, mais ils n'ont pas néanmoins la même spécificité originaire. Ils n'ont pas vécu la même chose, et si tant est qu'ils aient vécu la même chose, ils ne l'ont pas intégrée de la même manière. C'est ce qui fait la subjectivité, la singularité de chaque être humain. Ce qui n'empêche pas de présenter une symptomatologie commune, soyons d'accord, mais néanmoins, il y a bien une structure. À chaque personne, sa structure. Toute la question de laquelle est quoi en faire pour être épanoui dans le cours de son existence. C'est la grande question, c'est le parcours noble de chaque être humain, comment arriver à effectivement être relativement bien avec soi-même et avec les éléments nous entourant, nous encadrant, autrement dit, les éléments de la société, représentant la société. Il y a une forme de dévalorisation, on en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire tous ces gens qui peuvent manquer d'ambition, qui vont pas au bout des choses, eh bien, quand ils réussissent un truc, parce qu'il y a quand même des gens qui arrivent à faire quelque chose de leur existence, malgré les troubles qu'ils présentent, ouais, il y a toujours une vulgarisation de ce qu'ils ont fait, sans plus, ça vaut pas plus que ça, ou ça m'a pas rendu heureux, et ainsi de suite. On va retrouver toutes ces caractéristiques-là. Bon, je m'arrête là-dessus, parce que ça pourrait durer plus longtemps. Globalement, vous avez les signes les plus importants de ce qu'on pourrait cliniquement considérer comme les signes les plus élaborés d'une personnalité border, d'une personnalité état limite, en moment de décompensation. Alors en décompensation, tout est multiplié par 10, d'accord? Mais en phase de calme, de tranquillité, de sérénité, n'est-ce pas, psychique, eh bien vous aurez les mêmes troubles, mais en mode coefficient 2. Voilà, mais ils sont là. On ne peut pas faire comme s'ils n'étaient pas là. C'est pas parce qu'ils sont coefficient 10 à un moment donné que le fait qu'ils soient coefficient 2 à un autre moment veut dire qu'on s'en fout. Non, on s'en fout jamais de l'être humain de toute manière. Sinon, il n'y aurait pas de clinique. Il n'y aurait pas de psycho, il n'y aurait pas de clinique, il n'y aurait pas tout ça. Donc on s'en fout pas. Et attention d'ailleurs à un coef 10 qui est devenu un coef 2, que ce coef, c'est une métaphore, c'est une image les amis, que ce coef ne remonte pas. Parce que coef 2 peut devenir coef 3 peut devenir coef 4, à cause du stress, des soucis, j'exprime pas, j'y arrive pas, je m'en sors pas, je subis ma vie, et ainsi de suite. Et effectivement, il peut y avoir un phénomène de décompensation. Attention à sa compréhension de cette structure psychique. Alors ces personnes-là, bien évidemment, en phase de débordement, en phase de décompensation, qui n'est pas volontaire. Ils ne se réveillent pas un matin en se disant « Super, ce matin je suis border » ou « Demain je serai border ». C'est pas comme ça que ça marche. C'est un cumul, c'est un maillon d'une chaîne qui s'ajoute, qui s'imbrique dans les autres, ou une brique, puisque s'imbriquer, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, si vous voulez, mais ce n'est pas volontaire. Ça s'impose à la personne, c'est désarçonnant, je vous l'accorde, mais ça s'impose à lui. Il ne peut pas faire autrement. C'est le névrosé
qui parvient effectivement à juguler, à tempérer ses comportements. Parce qu'il a peur de ceci, il a peur des conséquences, il a peur de tout un tas de choses. Mais ça, c'est le névrosé. Le névrosé, c'est un gestionnaire. Du moins, il essaye de gérer, effectivement, cette logique, toute la complexité du moi qui doit effectivement répondre, entendre, répondre, être le garant, le représentant d'une certaine manière de ce que la structure du ça, la structure pulsionnelle exige, demande, et de ce que la structure surmoïque exige, demande. Rabrou, pour ne pas dire. Voilà. Donc c'est une espèce d'organisation savante, façon de parler. Bien sûr, cliniquement. Donc ça, c'est le névrosé qui est plutôt gestionnaire, même s'il y a quelques dégoupillages et quelques petits pétages de plomb. En tant que faire se peut, le minimum, bien évidemment, et sans trop de dommages, si tant est que ce soit possible. Voilà. On va rester côté névrotique. Mais la personne qui décompense involontairement, par effet trop élaboré de souffrance et de tout ce que j'ai pu citer dans cette très longue vidéo, mais il n'y a pas eu de digression. On est d'accord, on n'a fait que de la clinique. Eh bien, permet d'arriver à comprendre qu'ils subissent finalement cela. Ils vous le font subir, ça il n'y a pas photo, mais ils le subissent autant qu'ils vous le font subir. Ils sont agis par, on est bien d'accord, par leur problématique, par l'accumulation effectivement d'une histoire compliquée, d'un stress compliqué, de trop de difficultés, d'une absence de gestion de trop de difficultés et de tous les troubles, toutes les caractéristiques que j'ai citées tout à l'heure. Voilà, l'ensemble réuni génère des compensations, donc système de défense, et sous la forme, il y en a plusieurs, des systèmes de défense, il y en a énormément, sous la forme de troubles borderline, de troubles état limite, dits état limite, en général comportementaux, avec une assise de réflexion, de pensée, mais troubles comportementaux. Donc, quand vous êtes face à ça, c'est très compliqué à gérer. Nous sommes tout à fait d'accord là-dessus. Les personnes qui ont fréquenté, notamment dans un couple, mais dans une famille, des gens qui ont un trouble border, c'est excessivement compliqué, c'est excessivement violent, et c'est excessivement compliqué à gérer. On est d'accord. Le tout, c'est que ces personnes qui sont dans le trouble abandonnique, la peur d'être désinvesties, ne vont faire que involontairement reproduire cela. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a un comportement qui ne se fait pas, qui est très abusif, très comportemental, dont les limites sont repoussées au plus haut point, effectivement, ils prennent le risque qu'on les désinvestisse, parce qu'ils ne sont pas gérables, ils ne sont pas supportables, eh bien, ils se retrouvent mis de côté, alors qu'ils avaient peur que d'une seule chose, c'est d'être mis de côté. C'est effectivement un cercle, non pas vertueux, mais absolument infernal, extrêmement complexe, déstabilisant, dévalorisant, et qui finalement ne fait qu'accroître l'angoisse. Et le tout finit donc par produire une déviance comportementale. Voilà. Initialement, avant de diagnostiquer, d'estimer que quelqu'un présente une personnalité borderline, autrement dire, quelle est état limite, la personne. Initialement, on va voir apparaître, donc sous forme de décompensation, bien évidemment, psychologique, psychocomportementale, des troubles, des caractéristiques, des comportements qui n'étaient pas présentés par cette personne-là par avant. Donc, pour la première fois, initialement, la personne va présenter des troubles qu'elle ne montrait pas avant, qui étaient larvés. Il y avait toute une organisation en dessous, dont on verra les singularités, du moins les caractéristiques, plus que les singularités. Les cliniciens ne sont pas d'accord. Est-ce une structure? Oui ou non? Certains disent que oui, d'autres disent que non. Voilà, que justement, le trouble border, cliniquement c'est assez passionnant, le trouble border est une absence, singularise une absence de structure. Mais un trouble qui, selon moi, c'est un trouble qui singulariserait une absence de structure est une structure. Devient ipso facto une structure. Et oui, tout n'est que structure. Je sais que j'ai l'âme structuraliste, je le sais ça, mais nous ne sommes pas tous comme ça les psys, mais un trouble qui n'aurait pas une structure, un trouble sans structure devient pour autant ipso facto et représente une structure. Et n'oubliez pas que le DSM crée une catégorie ou une sous-catégorie trouble de la personnalité borderline. C'est pas anodin. En général, le DSM répond, c'est pas des structuralistes pour autant, on est bien d'accord, ils se sont éloignés d'ailleurs du structuralisme, mais ils mentionnent quelque chose qui vient donner existence et un nom, un intitulé à quelque chose, bon,
ça veut dire qu'on ne peut pas faire comme si c'était pas là. Le DSM, là, est estampillé comme un trouble de personnalité, donc ayant une spécificité, une singularité tout à fait particulière. On ne peut pas, quelqu'un qui est estampillé par le DSM comme une personnalité borderline, on ne peut pas estimer qu'elle est dans la névrose, mais on ne peut pas estimer non plus qu'elle est constamment dans la décompensation, et on ne peut pas estimer qu'elle est dans la psychose aussi. Donc on a créé, nosographiquement parlant, une autre catégorie. Voilà. En voulant finalement sortir des catégories, on crée d'autres catégories, et en voulant réduire les catégories, on les agrandit. Mais je conçois que nous ne sommes pas tous d'accord là-dessus. Je le conçois, à chacun sa vision, à chacun sa clinique, à chacun les outils qu'il a à disposition. Si certains veulent considérer que c'est une structure, ceux-là considéreront que c'est une structure. Si certains veulent considérer, notamment Bergeret, que ce n'est pas une structure, que c'est la présence d'une non-structure, eh bien, libre à ceux-là de le penser. Nous sommes tout à fait d'accord là-dessus. Attention à ce genre de choses. Et au niveau clinique, on va être dans un suivi, pour voir l'évolution de la personne, et surtout pour éviter, restreindre, en tant que faire se peut, le caractère de récidive. Ça, c'est le travail. Il peut y avoir les médicaments qui aident, qui stabilisent. Il peut y avoir bien évidemment la psychothérapie de tout ordre. Après, elles ne visent pas toutes les mêmes éléments, les psychothérapies. Tout ce qui est de l'ordre de l'analytique, c'est on raconte, effectivement, on verbalise. N'oubliez pas que nous sommes des êtres de parole. C'est pas pour parler de la météo, je vous le dis tout de suite. Je vous l'ai déjà dit. C'est effectivement qu'est-ce qu'on est capable de traduire de sa propre souffrance, de sa propre turpitude. Et c'est là que c'est intéressant. Donc, les thérapies analytiques sont tout à fait pertinentes sur ce terrain-là. Elles remettent effectivement l'être humain face à ce qu'il détient par-dessus tout du côté des mammifères, la parole. Voilà. Cette capacité à pouvoir phraser, paraphraser pour ne pas dire les choses et notamment ce qu'il ressent. Et je parle, donc je suis, n'est-ce pas, je m'exprime, donc j'existe, eh bien, et qui est là pour m'entendre? Le rôle du psy, effectivement, est un interlocuteur privilégié puisqu'il entend, il écoute, il entend et il considère. Donc c'est un triptyque tout à fait intéressant. Indépendamment de tout ça, eh bien, la thérapeutique, le problème du trouble border, c'est qu'elle résiste quand même relativement bien. Alors résister ne veut pas dire que c'est impossible, ça veut pas dire que ça marche pas. Résister, d'accord? Elle résiste bien à la psychothérapie, donc c'est plus complexe, et elle résiste aussi au traitement, Enfin, résiste, ça veut dire que c'est pas possible, mais ça ne prend pas effet tout de suite. C'est pas si simple, c'est pas je prends tel truc et hop, tout retombe. C'est pas si simple que cela. Et si tant est que ça retombe sur le moment, attention, comment on traite, comment on accompagne, quel est le suivi d'une personnalité qui a décompensé, d'une personne et d'une personnalité psychique qui a décompensé sous forme de trouble border. Et ça, toute la clinique est là. Toute la clinique est là. Et c'est ça la clinique, la vraie clinique. Qu'est-ce qui se passe dans le cabinet de ce que le patient traduit de sa problématique? La clinique, elle est là. C'est peut-être même la définition de la clinique. Qu'est-ce que le patient dit de sa problématique? Qu'est-ce qu'il en dit? Comment il le présente? Comment il le vit? Elle est là, la clinique. C'est peut-être ses symptômes, c'est peut-être ses faits, c'est peut-être ses gestes, c'est peut-être son passé, c'est peut-être tout ça, mais c'est ce qu'il en dit, ce qu'il en raconte dans ses séances de thérapie ou chez le psychiatre. Et voilà. Et ça, elle est là. Le paroxysme de la clinique, il est là, bien évidemment. Donc il est plutôt question de travailler finalement, quand la phase est plus agréable, plus favorable, il est question de travailler sur l'estime de soi, comment comprendre pourquoi elle n'est pas très optimalisée, comment travailler là-dessus, des exercices de respiration bien évidemment, une analyse de quelle est l'histoire du sujet, quel est son passé, quels sont ses passifs, quelles sont ses blessures, le raconter, en entendre parler, le comprendre, le repérer, je suis dans une situation où je ressens ça, c'est normal, il n'est pas impossible que ça se jumelle avec une période de mon existence et ainsi de suite. C'est tout le travail en psychothérapie analytique notamment. J'espère vous avoir intéressé. Grand merci à ceux qui sont allés au bout. Voilà, prenez tous un immensissime soin de vous. Prenez conscience de tout cela. Je vous en parle avec cœur, conviction, agrément. J'espère que ça vous sera utile. Trop de cliniques ne tuent jamais la clinique. On est d'accord là-dessus. Donc j'espère que ça vous sera utile. Prenez tous un grand soin de vous. À la semaine prochaine, très probablement. Et si malheureusement je ne peux pas tourner la semaine prochaine, eh bien on se verra dans 15 jours. Il y a toujours un petit risque. En ce moment, dans cette période-là, je ne peux ne pas diffuser tous les vendredis. Voilà, excusez-moi, la période est très complexe. Mais au moins, je vous préviens, voilà, s'il y a une vidéo, tant mieux. S'il n'y en a pas, malheureusement, tant pis. N'oubliez pas ou prenez conscience que je fais au mieux. Tout simplement. Prenez grand soin de vous. À très bientôt.